Les caméras de surveillance ne mentent jamais point dans les archives de l'hôpital Lariboisière, dans le 13 arrondissement de Paris, l'enregistrement de 24 heures correspondant à cette nuit-là existe encore. La plupart des images sont ordinaires, des médecins épuisés qui traversent les couloirs, des patients qui attendent sur des brancards, des ambulanciers qui fument devant la cafétéria. Mais l'image de 23h47 est différente. Sur cette image, au beau milieu du couloir des urgences, se tient une femme de 52 kilos. Derrière elle, des gens qui fuient dans la panique. Devant elle, un homme de 2,10 m qui vient d'arracher la porte de son encadrement pour entrer de force. L'homme tient quelque chose dans la main. On ne distingue à bien à cause du reflet de la lumière, mais le rapport d'enquête ultérieur le précise. Et la femme ne fuit pas, elle fait un pas en avant. Cette femme, c'est moi. Et tout ce que je dois vous raconter sur cette nuit-là commence, en réalité, bien avant cette nuit. Le service des urgences de Lariboisière en garde de nuit, c'était se confronter au vrai visage de Paris. Pendant que les touristes buvaient du vin sur les quais de la Seine, nous tentions de ramener un patient à la vie. Pendant que les photographes immortalisaient la tour Eiffel, nous maintenions une voie respiratoire ouverte. Pendant que la ville dormait, nous restions éveillés. Ce n'était pas romantique. C'était beau, mais d'une beauté impitoyable. Je m'appelais Emma Voss. 28 ans, originaire de Strasbourg, infirmière en garde de nuit à Lariboisière depuis 3 mois. Je mesurais 1,62 m, je pesais 52 kilos, et mes yeux gris avaient été façonnés pour saisir le moindre détail qui fait la différence. Les gens qui me voyaient pour la première fois commettaient toujours la même erreur. Ils me trouvaient petite. Ils me croyaient réservée. Ils me voyaient glisser comme une ombre dans les couloirs, hausser rarement la voix, ne jamais donner mon avis sans qu'on me le demande, et ils se disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille ?» J'avais toujours été étrangère aux endroits où je me trouvais. L'infirmière en chef Claudine Moreau le pensait clairement. Claudine était la légende de Lariboisière. 62 ans, 50 kilos, mais le genre de femme qui change l'atmosphère d'une pièce dès qu'elle y entre. Elle avait survécu à la crise du sida des années 90, aux nuits sombres qui avaient suivi les attentats de Paris, et au passage de 5 directeurs successifs à la tête de l'hôpital. Personne dans cet hôpital n'avait les mains aussi rapides ni le regard aussi acéré que les siens. Elle ne m'aimait pas, Voss, dit-elle ce soir-là, me jetant un regard en coin dans le couloir des urgences. Avez-vous consulté la liste de garde ? Monsieur Rousseau est au lit numéro 4. Vous avez passé 50 minutes hier soir à lui poser une voix veineuse. 43 minutes, dis-je. Et les veines de Monsieur Rousseau sont endommagées par une consommation chronique d'alcool. Le protocole standard n'aurait pas fonctionné. Le protocole standard, c'est celui que je définis. Oui, Claudine. Je la quitté sans m'attarder et avançai dans le couloir. Je l'entendis marmonner dans mon dos, mais mon corps ne s'en préoccupa pas. J'avais entendu des voix bien plus dures pendant 5 ans. J'avais travaillé dans des endroits bien plus dangereux, aux côtés de gens qui criaient bien plus fort. Mais Claudine ne le savait pas, personne ne le savait. Il regardait mon badge, Emma Voss, infirmière, garde de nuit. Et il supposait qu'il n'existait aucun passé. Ils avaient tort. Mais cette nuit-là, ce passé n'avait aucune importance. Cette nuit-là, c'était autre chose qui comptait. À 22h30, le premier signe bizarre arriva. Le bruit de pas pressés dans le couloir d'ambulance. Puis la voix d'un jeune agent du SAMU, légèrement plus tendu que d'habitude. Un blessé arrive, homme d'une 40aine d'années. Accident de la route. Conscient mais agité. Agité. Un mot anodin dans le langage médical. Mais moi, dès que j'entendais ce mot, je levais toujours les yeux. Le brancard entra. L'homme dessus paraissait effectivement avoir la 40aine, un visage marqué par le travail intense, bronzé par le soleil, aux traits durs. Il avait une profonde plaie au front et son bras gauche était dans un état chaotique. Mais ce n'était pas la blessure qui m'arrêta. C'étaient ses yeux. Les yeux des gens, quand on sait les lire, racontent tout. Celui qui se plaint de douleur a un regard, celui qui souffre vraiment en a un autre. La différence entre celui qui montre sa peur et celui qui la dissimule tient parfois à 1 millimètre. Les yeux de cet homme ne cherchaient pas la douleur. Il cherchait quelque chose. Non ? Dis-je en m'approchant du brancard. Pas d'enregistrement, dit l'agent du SAMU. Il est arrivé sans pièce d'identité. Pas de plaque d'immatriculation non plus sur le véhicule. Les yeux de l'homme accrochèrent les miens. Une seconde. Puis ils glissèrent rapidement sur le côté. J'ai noté cela. Je le rangeai dans le petit coin de mon esprit qui enregistre tout, et je continuai. Trauma 3, dis-je. Prévenez le docteur Lefebvre. À 23h, les urgences commençaient à déborder. C'était comme ça, Paris, le vendredi soir. La joie de la ville se transformait parfois en accident, parfois en bagarre,
parfois en moments explosifs que personne ne pouvait vraiment expliquer. J'observais la salle depuis le poste infirmier. Je calculais comment nous allions nous en sortir dans cette agitation. J'avais cette habitude, me tenir en retrait d'une situation et voir le tableau dans son ensemble. Plutôt que de me concentrer sur un seul patient, j'observais le rythme de la salle. Quand le rythme se brisait, je le remarquais avant tout le monde. Et ce soir-là, le rythme était brisé. L'homme sans identité avait été sorti du trauma 3 et placé en salle d'observation. Le docteur Lefebvre avait suturé la plaie sur son front, stabilisé son bras. Médicalement, il semblait stable. Mais l'homme regardait continuellement vers la porte. Je vois, Voss, dit une voix à côté de moi. C'était Théo Bernard, l'agent de sécurité. Théo était l'agent de sécurité le plus expérimenté de Lariboisière, un ancien gendarme, qui travaillait maintenant à l'hôpital. La trentaine, calme, et du genre à tout observer, comme moi. Moi aussi, dis-je. L'homme sans identité. L'homme sans identité. Théo leva son stylo et regarda les moniteurs. L'écran montrant les caméras de surveillance extérieure de l'hôpital. Et il se figea. J'y vis aussi. Un homme avançant d'un pas lourd depuis l'entrée principale de l'hôpital. Pas de taille normale. Une silhouette qui remplissait presque le cadre des caméras, ses épaules avaient la largeur d'une porte. Sa tête était penchée en avant, son visage invisible depuis la caméra. Mais ce qu'il tenait dans la main était visible. Théo attrapa son Tokioki. Central, ici le numéro 1. Regardez l'entrée principale. Maintenant. Des parasites. Puis, je vois. On fait quoi? Avant que Théo puisse répondre, l'homme était déjà à l'intérieur. Les portes automatiques s'étaient ouvertes pour lui, les portes s'ouvrent pour tout le monde. Qui supposerait qu'une personne venant aux urgences de Paris à minuit a de mauvaises intentions? Quand l'homme entra, la salle le sentit. Le son changea. Une pression chargée d'électricité se forma dans l'air. Les gens s'arrêtèrent sans même savoir pourquoi, les instincts fonctionnent plus vite que l'esprit. L'homme mesurait 2,10 m. Mais ce n'était pas sa seule anomalie. Et elle portait un manteau d'un noir profond. Il était trempé, la pluie de Paris. Il n'avait pas de casquette et ses cheveux étaient collés à son visage. De la main droite, il tenait quelque chose sous le manteau, mais la forme était visible. Long et rigide. Ses yeux balayèrent la salle. Rapidement, méthodiquement. Un balayage militaire. Ils se fixèrent sur la chambre de l'homme sans identité. Théo avança. Vous pouvez vous arrêter? Sécurité. J'ai besoin de voir une pièce d'identité. Le colosse regarda Théo. Je n'étais pas sûr qu'il le voyait vraiment, il le regardait comme un panneau de signalisation, l'évaluant comme un obstacle, pas comme une menace. Théo, l'ancien gendarme. Théo. Je cherche un patient, dit l'homme. Sa voix était grave, on aurait dit que le sol vibrait. Le nom? Je cherche un patient. Théo élargit ses épaules. Il leva la main. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Qu'est-ce que vous avez sous votre manteau? Une courte pause. Puis tout arriva en même temps. Ce qui sortit de sous le manteau n'était pas un tuyau en acier. C'était un fusil. À canon long, à pompe. Illégal à Paris. Mais ici, en ce moment, la légalité n'avait aucune importance. Théo recula, sa main alla vers l'équipement à sa ceinture. Mais l'homme fut plus rapide. Il attrapa le poignet de Théo et le renversa, il le projeta contre le bureau, sur les claviers et les moniteurs. Les écrans se fracassèrent. Le gémissement de Théo se répandit dans le couloir. Personne n'avait imaginé qu'il ferait ça. Ils eurent peur et tentèrent de s'éloigner. La salle cria. Les patients essayèrent de se lever des brancards. Les infirmières se plaquèrent contre le mur. Quelqu'un pleurait à voix haute, je ne savais même pas où. Le docteur Lefebvre se réfugia derrière le chariot d'urgence, laissant tomber son portefeuille et son téléphone. L'homme avança. À grands pas lourds. En direction de la chambre de l'homme sans identité. Moi, je ne m'étais pas plaqué contre le mur. J'observais. Je calculais la géométrie de la salle. La vitesse de l'homme, la longueur de ses enjambées, l'angle auquel il tenait le fusil. L'état de Théo. La distance jusqu'à la chambre de l'homme sans identité. Et elle restait 12 secondes. Peut-être 10. Claudine. Dis-je, ma voix restant stable. L'infirmière en chef se retourna vers moi, son visage était blanc comme un drap. Évacue les patients vers le couloir du fond. Tous. Maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Chuchota-t-elle. L'homme était à 7 pas. Je m'avançai au beau milieu du couloir. Les mains le long du corps, les paumes ouvertes. Tout mon corps était calme, je contrôlais mon rythme cardiaque. Je pouvais le faire. Je l'avais appris. Monsieur, dis-je. Le colosse s'arrêta.
Se retourna point et me regarda point. Les gens me demanderaient plus tard, tu avais peur? Ma réponse était toujours la même. La peur était réelle. Mais la peur n'était pas un obstacle, c'était un outil. L'adrénaline aiguise les yeux, prépare les muscles, ralentit le temps. Celui qui a peur voit mieux, entend mieux. Elle me mettait en mouvement. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient quand ils ont peur. L'adrénaline les pousse en arrière. Moi, j'avais été entraîné différemment. L'adrénaline me poussait en avant. Il y a un patient dans cette chambre, dis-je, ma voix sortant si posée que je m'en étonnais moi-même. Si vous voulez le voir, vous devez poser l'arme. Le colosse rit. Un rire court, haletant. Pousse-toi de là, petite dame. Non point un seul mot. Mais il résonna dans l'acoustique du couloir. Le colosse leva le fusil. Qu'auriez-vous fait à ma place? Écrivez-le dans les commentaires, et si vous voulez savoir la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'y restais fermement où j'étais. Le colosse commença à s'approcher avec un regard dur. Je vous dis de poser ce que vous tenez, dis-je, ma voix résonnant dans le couloir. Il n'avait peut-être pas imaginé qu'une personne d'1,62 m se dresserait face à lui avec cette voix d'âge là. Était ce moment figé sur l'image de la caméra de surveillance, c'était celui-là. Une femme de 52 kilos. Un colosse armé. Et la distance entre eux se réduisait. Tout le monde pensait qu'elle allait mourir. Ils avaient tort. Mais pour comprendre qui j'étais, il faut d'abord comprendre d'où je venais. Car ce qui me maintint debout cette nuit-là, ce n'était rien de ce qu'on m'avait enseigné à l'école d'infirmière. Abonnez-vous pour connaître la suite, cette histoire mérite d'être entendue, et vous n'avez pas encore tout vu. Certaines personnes portent leur passé comme une valise. Moi, je le portais comme une ceinture. Invisible, serré, toujours sur moi. Personne ne le voyait, mais sans lui, tout s'effondrait. Pendant que le colosse levait son fusil, dans ce bref silence infini du couloir, l'esprit fait des choses étranges. Je pensais à Marseille. C'était 3 ans plus tôt. Le service des urgences de l'hôpital nord de Marseille était différent de celui de Paris. Plus sale, plus bruyant, moins chargé d'une politesse de façade. La rudesse du sud de la France s'était incrustée dans les murs, les couloirs sentaient l'acide et la fatigue. Mais je n'étais pas là. J'étais dans un endroit moins visible, MSF. Médecins sans frontières. Infirmière de l'organisation. Mais cette mission n'était pas en France. Elle était dans la région du Sahel. Dans un camp situé à 3 heures au nord de la frontière malienne, dont je ne prononcerai pas le nom. Parce que prononcer le nom de ce camp me réveillait encore la nuit, en sueur. C'est là que j'avais appris. Comment contrôler mon rythme cardiaque sous la peur. Comment fonctionner avec un corps épuisé. Mon mentor au camp MSF était le docteur Arnaud Casmaz. Arnaud avait 60 ans. Petit, corpulent, souriant, un Français d'origine tunisienne. Mais derrière ce sourire se trouvait de l'acier, indestructible, incassable, forgé au feu depuis des années. Un jour, il me dit. Emma, tu crois que tu es infirmière. Mais tu ne le es pas. Je fus surprise. Alors je suis quoi? Tu es un catalyseur. Tu te tiens là où les réactions ont lieu. Pour qu'elles n'explosent pas. À l'époque, je n'avais pas bien compris ce qu'il voulait dire. Dans le couloir de Lariboisière, avec le fusil pointé sur moi, je compris parfaitement. Le colosse fit un pas. Je ne bougeais pas. J'essayais d'imaginer ce qu'il voyait de son point de vue. Une petite femme bizarre. Qui ne fuit pas. Qui n'a à lever les mains, ce n'est pas la position de la reddition. Qui se tient simplement là. Calme. Cela l'avait surpris, on pouvait le lire dans ses yeux. Si tu montres ta peur, il attaque. Si tu prends une posture d'attaque, il tire. Mais si tu fais l'inattendu, il hésite. Je ne veux pas que tu entres dans cette chambre, dis-je à nouveau. Mais je peux vous écouter. M'écouter? Sa voix était encore plus grave de près. Et il y avait quelque chose en dessous, cette odeur étrange et aiguë de quelqu'un qui s'est brisé. Qui est cet homme pour vous? Dis-je. La mâchoire du colosse se contracta. C'est mon frère. Voilà. Ce que la médecine ne dit pas toujours, le corps humain dissimule la douleur, mais le visage trahit tout. L'affaissement des épaules, la contraction de la mâchoire, les yeux qui s'enfoncent légèrement vers l'intérieur. Cet homme n'était pas venu ici par colère. Il était venu par désespoir. Votre nom? Dis-je. Ça ne change rien. Pour moi, si. Une longue pause.
Le bruit des fuites dans le couloir se poursuivait en fond, le claquement des portes, le bruit de course des chaussures. Mais nous étions figés là. Bastien, dit-il finalement. Bastien. Moi c'est Emma. Quel est le nom de votre frère? Luc. Vous voulez voir Luc? Luc m'appartient. Je sais ce qu'il fait ici. Je suis venu le prendre. Je déglutis. En silence. Je pensais à l'homme sans identité dans la salle d'observation. Son arrivée sans papier. Son regard constant vers la porte. Les vieilles cicatrices décolorées à son poignet. Tout ce que j'avais observé et qui ne figurait pas dans le dossier du docteur Lefebvre. Ce n'était pas un simple cas de membre de la famille voulant récupérer un patient. Mais je ne savais pas encore exactement ce que c'était. Et le fusil dans la main de Bastien était toujours levé. Vous pouvez baisser l'arme lentement? Dis-je. Je n'essaie pas de vous arrêter. Je veux juste parler. Le temps de parler est passé. Alors pourquoi vous m'avez dit votre nom? À nouveau ces pauses. L'homme était vraiment grand, de près, il donnait l'impression d'un bâtiment. Mais ses mouvements étaient prévisibles. Les mouvements de quelqu'un qui a reçu une formation militaire, systématique, mais émotionnelle. L'émotivité n'était pas une faiblesse. Mais pour moi, c'était une ouverture. Luc est malade? Demandai-je. Il n'est pas malade. Alors quoi? Les yeux de Bastien me virent vraiment pour la première fois. La chose sous la colère, la fatigue. Il est en danger. Une voix arriva du bout du couloir. Théo avait reculé et rassemblé les autres agents de sécurité. La police de Paris était en route, je le savais. Je savais que quelqu'un avait déjà appelé. Bastien le savait aussi. Il releva le fusil, cette fois, il était déterminé. Remettez-le-moi, dit-il. Sinon. Sinon quoi? Dis-je. Votre voix a tremblé sur cette dernière phrase. Vous l'avez remarqué? J'entendis ce tremblement, il n'avait aucune raison de ne pas l'entendre. Commença-t-il. Vous aimez votre frère. C'est pour ça que vous êtes là. Un criminel n'arrive pas comme ça. Un criminel ne sourcille pas. Une seconde. Puis la grande main de Bastien vacilla. Le fusil descendit de quelques centimètres. Je pris une respiration, une seule, contrôlée. Et à ce moment-là, la porte vitrée de la salle d'observation s'ouvrit en grand. Luc sortit. Des chaussons d'hôpital aux pieds, le tuyau de la perfusion encore attaché au bras, les points de suture au front encore frais. Le bras gauche en écharpe. Les cheveux en désordre et le visage blanc comme un linge. Mais ses yeux étaient intelligents. Et il avait peur. Bastien, dit-il, sa voix était brisée. Arrête. Le colosse s'arrêta. Les deux frères se retrouvèrent face à face dans le couloir. Le fusil de Bastien était maintenant complètement baissé, se balançant à son côté. Le grand homme rapetissa, ses épaules s'affaissèrent. Ils t'ont trouvé, dit Bastien. Je t'avais dit qu'ils te trouveraient. Qui vous a trouvé? Demandai-je. Luc se retourna vers moi. Il me regarda, un regard dans lequel le cerveau avait pris une décision en 5 secondes. Est-ce que je peux faire confiance à cette femme? Qui est cette femme? Il y a une semaine, dit-il, sa voix si basse que je dus me pencher en avant. J'ai vu quelque chose au port de Marseille. Pendant le chargement. Dans un conteneur. Il s'arrêta. Qu'avez-vous vu? Dis-je. Des gens. Des enfants. Silence dans le couloir. Le bip lointain des moniteurs cardiaques et le son des sirènes qui approchaient de l'extérieur. Vous l'avez signalé? Oui. Et 3 jours plus tard, mes freins avaient été sabotés au moment où je démarrais. Aujourd'hui aussi. Il se retourna vers la salle d'observation. Avant l'accident, quelqu'un nous suivait. Un véhicule sans plaque. Bastien avança, il posa la main sur l'épaule de son frère. Le fusil était complètement oublié maintenant, le grand frère était aux côtés du petit. Il faut que je t'emmène, dit Bastien. Je ne peux pas partir. Pas encore. J'ai quelque chose. Une preuve. Mais. Luc se retourna vers moi. À nouveau. Et à ce regard, ma compréhension se verrouilla. Cette nuit, je n'avais pas seulement arrêté une arme.
J'étais tombé au beau milieu du secret de quelqu'un. Laissez Bastien de côté un instant. Laissez-moi. Pendant que je me tenais là, pendant que je traitais ce que Luc avait dit, et pendant que j'entendais les sirènes approcher au loin, je ne pensais qu'à une seule chose. Qu'est-ce qu'Arnaud dirait? Emma, sais-tu ce que c'est que de prendre une décision dans le danger? Ça haste à savoir qu'il n'y a pas deux options. Ça haste à revoir la troisième option. Si j'attendais l'arrivée de la police, Bastien serait arrêté. Il devrait emmener Luc hors de l'hôpital. Et la preuve que Luc détenait, la preuve de ce qu'il avait vu au port, disparaîtrait. Parce que ce genre de choses disparaît. Il n'y avait pas d'issue. Du moins, c'est ce que je croyais. Écoutez-moi tous les deux, dis-je. Ma voix était plate, sans vague. Les deux se retournèrent. Si vous vous rendez à la police maintenant, vous serez arrêté dans cet hôpital. Astien fera face à une inculpation qui ne fera qu'empirer. Et quelqu'un apprendra où se trouve la preuve de Luc. Alors que proposez-vous? Demanda Bastien, sa voix était prudente. Je réfléchis. Rapidement et proprement. Remettez-moi l'arme. Maintenant. J'expliquerai à Théo, vous avez été provoqué, l'arme n'a pas été tirée, personne n'a été blessé. Théo est un ancien gendarme. Il comprendra. Et Luc? Luc est sous surveillance médicale. Personne ne peut l'emmener de force. Protocole hospitalier. Et la preuve? Je m'arrêtai. Je n'attendais à cette question. Ou si, peut-être? La preuve peut être mise en sécurité, dis-je lentement. Si vous me dites où elle se trouve. Bastien me regarda. Un long regard qui me jaugeait. Pourquoi faire confiance à cette femme? Se lisait dans ses yeux. Je n'avais pas de réponse. Je me tenais seulement là. Et parfois, se tenir là suffit. Dans la chaussure de Luc, dit-il finalement. Le côté gauche. Une clé USB. Tous les deux me regardaient. Astien alla immédiatement se mettre à l'écart, je plaçai Luc dans une chambre et lui dans le couloir des urgences sur un rencard. Qu'y avait-il dans cette preuve? Une clé USB. Ce petit objet en plastique resta suspendu dans l'air du couloir avec tout son poids. Qu'avait vu Luc au port de Marseille une semaine plus tôt? Qui étaient les enfants dans le conteneur? Et à qui cette preuve devait-elle parvenir, et à qui surtout pas? Cette nuit-là, je n'avais pas les réponses. Mais dans les 48 heures suivantes, je les obtiendrai. Et une fois qu'on les connaît, plus rien ne peut redevenir comme avant. Une clé USB. Le port de Marseille. Des enfants dans un conteneur. Emma ne sait pas encore dans quoi elle est tombée. Vous non plus. Quelque chose est sur le point d'être révélé, et si vous voulez voir la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À Lariboisière, le passage à la garde du matin se faisait à 6 heures. Il était 5h47 et j'étais encore là. Dans la main gauche, le fusil récupéré auprès de Bastien, à canon long, le cran de sécurité ouvert, et dans ma main au moment le plus inopportun qui soit. Dans la main droite, le formulaire de rapport que j'avais rempli et signé avec Théo. Et face à moi, l'inspecteur Moreau de la police de Paris. Mais ce Moreau n'était pas l'infirmière en chef Claudine Moreau. C'était l'inspecteur Denis Moreau. 45 ans, de la brigade criminelle organisée de la police nationale de Paris. Et il n'avait pas encore posé la moitié des questions qu'il voulait me poser. Madame Voss, dit-il, sa voix avait la couleur d'un café sale, sombre, amer et stimulant. Quand vous avez vu les deux frères entrer de cette façon, pourquoi ne vous êtes-vous pas retiré? Parce que se retirer n'aurait pas résolu la situation. Résoudre n'est pas votre travail. C'est le travail de l'inspecteur de garantir la sécurité. L'inspecteur n'était pas là. Moreau cliqua sur son stylo. Une fois. 2 fois. 3 fois. J'ai lu quelque chose sur votre passé, dit-il. Je ne bougeais pas. MSF. La région du Sahel. 2 ans. Puis un retour brusque. Obligatoire. Pourquoi obligatoire? Raison de santé. Votre santé à vous, ou la santé de quelqu'un d'autre? Il s'arrêta. Sans détourner les yeux de moi. Ce n'était pas la question d'un policier, c'était la question de quelqu'un qui sait. Je notais cela. Si vous avez autre chose à me dire, dites-le clairement, inspecteur. Moreau ferma le rapport. Se pencha en avant,
posa ses coudes sur la table. Luc Fontaine, dit-il. Connaissez-vous son vrai nom? Luc Fontaine, dis-je. Il l'a dit lui-même. Non. Luc Fontaine est une personne signalée disparue au port de Marseille il y a 3 semaines. Son identité n'a pas été confirmée. Il est arrivé ici sans pièce d'identité, n'est-ce pas? Je déglutis. Oui. Que savez-vous à propos de cette clé USB? Je m'arrêtai. Je n'attendais à cette question. Ou, si? Quand le cerveau est sous la menace, il fait tourner 2 processus distincts. Le premier, l'instinct de survie, fuis, cache-toi, soumets-toi. Le deuxième, l'analyse, calcule ce qui est réel. Dans la question de Moreau, il y avait quelque chose, non pas une miette d'information, mais la présence d'une information. Pour connaître l'existence de la clé USB, il aurait fallu qu'il m'écoute, qu'il écoute Luc, ou qu'il écoute Bastien. Mais c'était à moi qu'il posait cette question. Ce qui signifiait qu'il ne m'avait pas seulement écouté. Ce qui signifiait qu'il avait aussi écouté quelqu'un d'autre. Je l'ai appris de Luc, dis-je honnêtement. Mais je n'en connais pas le contenu. Cherchez-vous à protéger la preuve? J'ai cherché à protéger mon patient et son frère. Rien de plus. Moreau se leva. Se redressa, ajusta sa veste. Madame Voss. Cette nuit, vous avez été très courageuse. Peut-être trop. Parfois, la ligne entre le courage et la stupidité est plus mince qu'on ne le croit. Il se retourna vers la porte. Ne remettez la clé USB à personne, dit-il en partant. À personne. Est-ce que je me fais bien comprendre? La porte se ferma. Je restai là, tenant mon café qui refroidissait. À personne. Pourquoi me disait-il ça? Je ne détenais pas la clé USB. Elle était dans la chaussure de Luc. Du moins, elle l'était. Je sortis dans le couloir. La salle d'observation était vide. Luc n'était plus là. Je trouvai Théo devant les moniteurs de sécurité, avec ses cernes et son clavier cassé. Théo. Où est Luc Fontaine? Le visage de Théo changea, légèrement, mais c'était suffisant. Il est parti de son propre chef il y a 2 heures. Il a signé les formulaires médicaux. Document AMA. AMA, Against Medical Advice. Sortie contre l'avis médical. Qui a approuvé? Le docteur Lefebvre. Lefebvre et tout? À la cafétéria, je crois. Je courus. Pas en courant vraiment, courir attirait l'attention. Mais je marchais vite. Je trouvai Lefebvre à la cafétéria. Il prenait son petit déjeuner, regardant son téléphone. Je m'approchai, je m'assis sur la chaise à côté. Qui a fait sortir Luc Fontaine? Dis-je. Lefebvre me regarda. Il posa sa fourchette. Il a signé le formulaire AMA. Qui a apporté le formulaire? Lefebvre grommela. Une infirmière. Quelqu'un de la liste de garde. Qui? Je ne sais pas. Elle était en garde de nuit. Blonde, de taille moyenne. En garde de nuit à Lariboisière, les infirmières blondes de taille moyenne étaient au nombre de 3. J'en connaissais bien 2, Pauline et Stéphanie. Toutes les 2 étaient comme moi, des gens discrets mais solides, qui prenaient ce travail au sérieux. La 3e, c'était Hélène. Hélène avait rejoint l'équipe 2 mois plus tôt. Ses références étaient parfaites. Elle avait été spécialement demandée par la direction de Lariboisière. Personne n'était spécialement demandé ici. Il me fallut 20 minutes pour trouver Hélène. Elle était dans la salle de vestiaire, à la fin de la garde de nuit, toutes les infirmières s'y retrouvaient. Elle ouvrait son casier, le dos tourné vers moi. Hélène, dis-je. Elle se retourna. Elle sourit, un sourire frais, naturel, comme si rien ne s'était passé. Emma. C'était dingue cette nuit, non? Comment tu vas? Ton rat? Tu as fait sortir Luc Fontaine. Le sourire ne disparut pas. C'était aussi une information. Une personne normale aurait été surprise. Ou aurait nié. Ou aurait demandé, qui c'est? Hélène se contenta d'attendre. C'est toi qui as apporté le formulaire AMA à Lefebvre, dis-je. Le patient voulait sortir. C'est mon travail. À 2h30 du matin, alors que la police était encore dans le bâtiment,
tu as organisé la sortie d'un patient dont l'identité n'avait pas encore été confirmée. La législation sur les droits des patients. Hélène. Un seul mot. Mais il contenait quelque chose, non pas seulement ma voix. La voix des années. Hélène s'arrêta. Où tu l'as emmenée? Un long silence. Puis Hélène ferma son casier. Se retourna, entièrement. Et son visage changea. Le sourire était parti. Ce qu'il y avait en dessous était plus dur, acéré et froid. Emma. Ne te mêle pas de ça. Je suis déjà mêlée. Non. Pas encore. Mais si tu t'y mêles, tu n'en sortiras pas. C'est une mise en garde? C'est la réalité. Hélène faisait donc aussi partie de cette affaire. Et ce que ça signifiait, je n'en savais rien. Je devais faire quelque chose. Elle prit sa clé de casier. Elle passa son sac sur l'épaule. Et elle marcha vers la porte. Je ne l'arrêtai pas. Mais je la suivis. Le sous-sol de Lariboisière n'était pas une zone hospitalière active. Vieux stockage, couloirs techniques abandonnés et un système de tunnels fermés depuis des dizaines d'années. Dans les années 70, les hôpitaux avaient construit des sorties d'urgence reliées aux catacombes de Paris, un vestige de la paranoïa de la guerre. La plupart des sorties avaient été détonnées. Mais pas toutes. Dans la direction où regardait Hélène, à gauche de l'ascenseur, la carte ne montrait pas cette direction. Au lieu de la suivre, je m'arrêtai. Je réfléchis. Luc Fontaine, l'homme qui avait vu quelque chose au port de Marseille, qui dissimulait son identité, qui transportait une clé USB. Bastien, le grand frère arrivé armé pour protéger son frère. Hélène, l'infirmière, spécialement recrutée, à l'hôpital, qui avait fait sortir Luc à 2h30 du matin. L'inspecteur Moreau, le policier qui connaissait la clé USB sans expliquer comment. Et qu'est-ce qu'il y avait au bout de ce couloir? La voix d'Arnaud dans mon esprit. Emma, voir la troisième option, ça passe souvent à revoir le deuxième étage. Regarde en dessous. Je sortis mon téléphone. J'appelai Théo. Théo. Tu connais le système de tunnel du sous-sol construit dans les années 70? Une pause. Puis. Je le connais. Pourquoi? Quelles sorties sont encore ouvertes? Une pause encore plus longue. Emma. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche la troisième option. La porte d'entrée du tunnel se trouvait derrière une étagère métallique dans l'ancien entrepôt. L'étagère était légère, en aluminium, elle avait l'air chargée mais était vide à l'intérieur. Quelqu'un l'avait laissée ainsi intentionnellement. Quelqu'un qui avait prévu une échappatoire. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, l'eau qui suintait des murs en béton et une vieille odeur métallique. Pas d'électricité, la lampe de mon téléphone. Plus loin dans le couloir, à une vingtaine de mètres, deux voix. Je m'arrêtai. J'écoutais. La première voix, c'était Luc. La deuxième, je ne la reconnaissais pas. Mais il y avait une troisième chose. Hélène. Et Hélène ne parlait pas à Luc, mais à la deuxième voix. Et quand j'entendis ce que disait cette deuxième voix, le froid du sous-sol ne gela pas ma peau, il gela mon intérieur. Je dois m'arrêter ici. Parce que pour vous raconter ce que j'entendis dans ce tunnel, cette deuxième voix et ce qu'elle disait, je dois d'abord vous expliquer quelque chose. Pourquoi suis-je venu à Paris? Pourquoi suis-je revenu de MSF pour des raisons de santé? Et pourquoi, le premier soir où j'ai pris mon service à Lariboisière, ai-je passé une demi-heure à mémoriser le plan du sous-sol? Certaines choses ne sont pas des coïncidences. Et certaines infirmières ne sont pas formées seulement pour soigner, mais pour autre chose. Dans la quatrième partie, je vous dirai tout. Tout. Ceux qui ont deviné qui est vraiment Emma, écrivez-le dans les commentaires maintenant. La réponse arrive, et je vous promets, elle sera différente de ce que vous attendez. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment, vous voudrez voir la fin de cette histoire. Dans le tunnel, j'avais entendu deux voix. Celle de Luc, je la connaissais, brisée, fatiguée, une voix qui oscillait entre le soulagement et le poids quand quelqu'un l'écoutait. La deuxième, je ne l'avais pas reconnue. Mais je l'aurais dû. Parce que 3 ans plus tôt, dans la région du Sahel, cette voix m'avait dit. Emma, si tu veux survivre aujourd'hui, bouge maintenant. Cette voix, c'était celle d'Arnaud Casmaz. Je ne savais pas qu'il était encore en vie. Vraiment pas.
Un signalement de disparition avait été fait dans la région, l'équipe MSF avait subi une attaque et Arnaud ne s'était plus fait entendre. Moi, j'étais resté à l'hôpital pendant des mois, 8 côtes cassées du côté droit, avec les éclats d'un tir dans la jambe gauche. Quand j'étais revenu à Paris, quand j'étais revenu pour des raisons de santé, c'est ce que j'avais inscrit dans le dossier de MSF. Mais la vraie raison était autre. J'avais traversé des moments extrêmement difficiles, et c'est pour ça que ce que je vivais maintenant me paraissait normal. Arnaud m'avait donné quelque chose. Avant l'attaque, dans la confusion de l'évacuation du camp, il avait glissé quelque chose dans ma main. Une petite carte. Avec une seule adresse. Paris. 13 arrondissement. Hôpital Lariboisière. Et une note, quand le moment sera venu, tu iras. Attends. Quand j'entendis la voix dans le sous-sol, je me figeai pendant 3 secondes. 3 secondes, ça semble très court. Mais pour un cerveau entraîné, 3 secondes, c'est toute une vie. En ces 3 secondes, je calculais, si Arnaud était vivant, s'il était à Paris clandestinement, et si Luc Fontaine était en contact avec lui, ce n'était pas simplement une affaire de conteneur. C'était quelque chose de bien plus grand. Et Hélène. Pour qui travaillait Hélène ? Je fis un pas à l'intérieur du tunnel. J'éteignis la lampe de mon téléphone, j'attendis que mes yeux s'adaptent à l'obscurité. 30 secondes. Les yeux s'adaptent, les gens l'oublient. L'obscurité n'est jamais totale. Je commençai à avancer. Je suivis les voies. 20 pas. 30. L'eau qui suintait du béton et une vieille odeur d'huile. Je m'arrêtai à droite du couloir, au point de courbure. Arnaud était assis, le dos tourné vers moi. Face à Luc, par terre, sur le béton, avec une petite lampe posée sur une vieille poubelle. Et Hélène était debout. Dans une position qui lui permettait de voir les deux. Mais ce n'était pas la façon dont Hélène s'appuyait contre le mur qui m'arrêta. C'était son autre main. Une seringue. Qui n'était pas vide. Hélène, dis-je. Ma voix était plate, sans vague. Je me l'étais appris pendant des années, quand la voix tremble, on perd. Hélène se retourna. Elle n'était pas surprise, c'était aussi une information. Tu m'as suivi, dit-elle. Bien sûr. Pose cette seringue. Emma, commença Arnaud. Et avec cette voix, tout s'effondra. Ce fut une seconde seulement. Quand j'entendis la voix d'Arnaud, vieille, fatiguée, encore reconnaissable, qui prononçait mon prénom, mes yeux se mouillèrent. Ah, pour un moment, pour exactement un moment, je perdis le contrôle. Puis je me ressaisis. Arnaud. Tu vas bien. Je vais bien. Emma, arrête. Hélène est de mon côté. Je m'arrêtai. Je regardai. Le visage d'Hélène. Hélène baissa la seringue, la tension fondit dans ses muscles. Ce n'est pas un médicament, dit-elle. Du chlorure de sodium. Du sérum physiologique. Luc est déshydraté, il avait besoin d'une perfusion mais on ne pouvait pas le laisser là-haut. Je ne comprends pas, dis-je. Assieds-toi, dit Arnaud. Il y a beaucoup de choses. Mon esprit était sens dessus-dessous et je ne savais plus quoi faire. Je l'avais tellement manqué, et le voir ici. Le monde fonctionne parfois par couches. La surface que tu vois. En dessous, autre chose. En dessous encore, autre chose. Et dans la couche la plus profonde, celle qui n'est jamais exposée à la lumière du jour, mais qui soutient tout, le squelette. Arnaud m'expliqua ce squelette. 3 ans plus tôt, dans le camp MSF, l'attaque n'avait pas été aléatoire. Arnaud avait découvert quelque chose, un réseau de trafic humain qui utilisait les corridors d'aide humanitaire des organisations d'aide. Le port de Marseille, Genève, Rotterdam. De petites touches dans les grandes villes. Personne ne voyait parce que personne n'osait regarder. Arnaud avait regardé. Et on avait voulu le faire taire. Mais tu n'es pas mort. Non. Parce qu'Hélène était là. Je me retournai vers Hélène. Je travaille pour l'UNODC, dit-elle, sa voix était plate. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Depuis 4 ans, j'infiltre ce réseau, je suis un agent placé à l'intérieur. Je ne suis pas arrivé à Lariboisière par hasard. Luc était notre contact, au port de Marseille. Et l'inspecteur Moreau ? Arnaud et Hélène échangèrent un regard. Moreau est un homme du réseau, dit Arnaud.
Nous voulions que tu le comprennes, mais il fallait te laisser le temps de retrouver tes esprits. Où est la clé USB? Chez Luc, dit Hélène. Et en sécurité pour l'instant. Mais elle doit être transmise au tribunal de Genève avant 8 heures du matin, preuve physique. Elle ne peut pas être copiée numériquement, elle est chiffrée de manière spéciale. Je regardais l'heure. Il était 3h30 du matin. Genève, 4h30 en voiture, 3h en train. La gare? Gare de Lyon. Le premier train est à 4h. Je calculais. Il restait 25 minutes. Qui transporte? Pas moi, dit Hélène. Mon infiltration serait grillée. Arnaud ne peut pas y aller, il est en fuite depuis 3 ans, s'il est vu à Paris, il sera arrêté. Luc? Le bras de Luc. Personne ne laissera un laissé suspect quitter Paris. Silence. Et les trois me regardèrent en même temps. Il faut que je vous raconte quelque chose. Le premier soir où j'avais pris mon service à Lariboisière, j'avais fait quelque chose. J'avais mis mon sac dans mon casier. Je m'étais déshabillée pour enfiler ma blouse. Et quand j'avais retiré ma chemise, le miroir m'avait regardé. Sur mon épaule gauche, un vieux tatouage. Ce n'était pas de l'alphabet français. Ce n'était pas non plus le logo de MSF. C'était une petite forme rectangulaire, noire, avec un seul symbole à l'intérieur. Le sceau de l'équipe d'appui culturel. L'équipe rattachée aux forces spéciales françaises, composée de femmes de terrain, les invisibles des invisibles, comme disait Arnaud. Je n'avais pas pris ma retraite. J'attendais. L'adresse sur la carte d'Arnaud m'était parvenue parce qu'Arnaud savait, lui aussi. Qui j'étais, quelle formation j'avais reçue, et ce que je ferais quand le moment serait venu. Vous me la donnez? Dis-je. Luc tendit la main. Il retira sa chaussure gauche. Sous la semelle, une petite clé USB noire apparut. Il la déposa dans ma paume. Elle était chaude. J'atteignis la gare de Lyon en 22 minutes. Les rues de Paris à 3h du matin, c'était une autre ville, totalement vide, pluvieuse, les lampadaires jaunes répandus sur les trottoirs mouillés. Devant les petites brasseries, les derniers clients s'attardaient, enveloppés de fumée de cigarettes. Je ne courais pas. Courir attirait l'attention. Mais mes pas étaient larges et rapides, sous ma blouse d'infirmière, des vêtements civils, rien dans mon sac, la clé USB dans la poche gauche de ma chemise, sans même y laisser d'empreinte. J'étais sur le quai, la locomotive sur le point de partir, quand j'entendis une voix. Madame Voss. Je me retournai. L'inspecteur Moreau était là. Pas seul. Il y avait 2 hommes à côté de lui, en civil, mais leur posture disait tout. Bonjour, dis-je. Ce n'est pas un bonjour, dit Moreau. Où allez-vous? À Genève. J'ai des congés. À cette heure-ci? Je préfère le premier train. Moreau s'approcha de moi. Sa voix baissa. Je sais qu'il y a une clé USB. Et vous savez que vous ne pouvez pas la transporter. Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas l'autorisation. Je le regardai. Il me regarda. Et puis je souris. Un seul sourire, mince, fatigué, mais vrai. Vous avez raison, dis-je. Je n'ai pas l'autorisation. Je glissai la main dans ma poche. Je sortis la clé USB. Les yeux de Moreau s'agrandirent. Je la lui tendis. Mais il y a 1 minute, j'avais l'autorisation pour le transfert de fichiers chiffrés envoyés depuis la ligne sécurisée du sous-sol de l'hôpital Lariboisière à l'adresse du tribunal de Genève. Moreau se figea. Quoi? La clé USB n'était qu'un vecteur, dis-je. Les données qu'elle contenait ont été transmises il y a 10 minutes à la ligne sécurisée qu'Arnaud avait mise en place. La copie physique est là, vous la recevez. La copie numérique est à Genève. L'audience commence à 8h du matin. Je n'avais pas compris le vrai plan d'Arnaud. Jusqu'à ce que je le comprenne. Emma, voir la 3e option, ça passe souvent à revoir le 2e étage. Regarde en dessous. La clé USB était un vecteur. Moi aussi, j'en étais un. Mais le vrai transfert s'était fait par un tout autre canal, une ligne abandonnée dans le sous-sol de Lariboisière, mise en place depuis 3 ans. J'étais là pour occuper leur poursuivant. Les hommes aux côtés de Moreau firent un pas vers moi. Stop, dit Moreau. Ils s'arrêtèrent. Je suis avec vous,
chuchota Moreau, cette fois avec une autre voix. Très douce, très réelle. Depuis 3 ans, je surveille ce réseau. Mais je travaillais seul. J'allais être grillé. Je le regardais. Vous étiez là avant nous, dis-je. Oui. Pourquoi avez-vous posé la question sur la clé USB? Pour savoir de quel côté vous étiez. À 10h passées 8, le jour se leva sur Paris. J'étais assise dans la cafétéria de Lariboisière, avec mon café froid et mon ras abîmé. Un bandage antidouleur à l'épaule et une nouvelle attelle au poignet droit. Claudine vint s'asseoir à ma table. Elle s'installa. Un long silence bizarre s'installa. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé cette nuit, dit-elle finalement. Un patient et sa famille, dis-je. Une nuit difficile. Emma. Oui, Claudine? L'inspecteur Moreau m'a appelé. À 7h du matin. Il a parlé de vous. Je regardais mon café. Qu'a-t-il dit? Que Lariboisière est aujourd'hui l'hôpital le plus sûr de France. Et que vous en êtes la raison. Silence. Claudine glissa la main dans sa poche. Elle posa quelque chose sur la table. Une petite carte blanche. Avec un seul numéro dessus. Le directeur veut vous voir, dit-elle. Il y a une proposition de poste permanent. Infirmière en chef adjointe. Je regardais la carte. Puis Claudine. Combien de fois ce genre de proposition avait-il été refusé au fil des années? Combien de fois avait-on fait preuve de mépris, avait-on regardé dans l'autre sens, avait-on été traité comme une infirmière débutante? Quand puis-je voir le directeur? Dis-je. Claudine sourit. Un petit sourire sincère. Cet après-midi. D'accord, dis-je. Mais il faut d'abord que je finisse ma garde. Tu es en garde, je sais. Tu as travaillé toute la nuit. Je sais. Mais Monsieur Rousseau est au lit numéro 4. Je me levai. J'ajustai ma blouse. Et les veines de Monsieur Rousseau sont endommagées par une consommation chronique d'alcool. Si personne d'autre ne peut s'en occuper, j'espère que vous comprendrez que j'y passe 43 minutes. Je sortis dans le couloir. Le matin de Paris entrait par les vitres, une lumière jaune, douce, porteuse d'espoir. Dehors, la ville se réveillait, les portes des cafés s'ouvraient, les camions poubelles grondaient, les cyclistes sonnaient du guidon sur les trottoirs. Le service des urgences de Lariboisière serait encore plein aujourd'hui. Des ivrognes, des victimes d'accidents, des vieux arrivés avec des douleurs, des mères rendues folles par les nuits sans sommeil. Toute la réalité de Paris se déverserait dans ces couloirs au néon. Et moi, j'y serais. Pas au bloc opératoire. À Genève. Pas dans un quartier général des forces spéciales. Ici, avec cette blouse. Dans ce couloir. Parce que certaines guerres ne se gagnent pas sur le front. Certaines guerres se gagnent au chevet d'un patient, au bout de 43 minutes, au moment où l'on trouve la veine que personne n'avait vue. Théo se leva du poste de sécurité et me salua, pleinement et avec respect. Je lui répondis en souriant. Je me connectai au poste infirmier. Mon ordinateur s'alluma. En haut de l'écran, les notes du début de garde s'affichaient. Cas de routine. Patient à suivre. Formulaire à remplir. Et tout en haut, ajouté aujourd'hui, de l'écriture à la main de Claudine. Lariboisière fait confiance à cette infirmière. Je regardai l'écran. Peu après, Jessica arriva en courant, une nouvelle infirmière, fraîche, apeurée, qui tenait encore son stéthoscope comme un chapelet. Emma. J'ai entendu. J'ai entendu ce qui s'est passé la nuit. C'est vrai? Que as-tu entendu? Dis-je en regardant le dossier. Le sous-sol, Genève, l'agent. Il t'appelle le fantôme de Lariboisière. Je ris intérieurement. La légende avait échappé à tout contrôle. Dans un mois, il dirait probablement que j'avais volé. Jessica, dis-je sans lever les yeux du dossier. Oui? Je n'ai jamais été un fantôme. Je suis juste infirmière. Je m'arrêtai. Je me retournai vers elle. Mais ce travail, ça demande d'être juste infirmière. Et si tu prends le mot juste à la légère, tu ne seras jamais vraiment bonne. Je fermai le dossier. Je me levai. Viens maintenant. Il y a un monsieur Rousseau au lit numéro 4.
Et ses veines sont endommagées par une consommation chronique d'alcool. En avançant dans le couloir, je jetai un dernier regard dehors. Paris avait été lavé par la pluie. Les rues brillaient. Et les portes des urgences de Lariboisière, remplacées, solides, avec leurs nouveaux vitres, réfléchissaient le soleil. À l'intérieur, tout le monde était en sécurité. Et j'y étais. Arnaud témoigna au tribunal de Genève 6 mois plus tard. Des mandats d'arrêt internationaux furent émis contre 17 membres du réseau. L'opération au port de Marseille fut stoppée. Luc Fontaine fut placé dans le programme officiel de protection des témoins. Les charges contre Bastien pour port d'armes furent abandonnées. Après examen des témoignages et des images de surveillance, il fut reconnu que personne n'avait été blessé et que les circonstances avaient été contraignantes. Hélène continue de servir au sein de l'UNODC. L'inspecteur Moreau fit face à une courte enquête, non pas pour avoir infiltré le réseau, mais pour avoir mené une coordination secrète. Il fut acquitté. Emma Voss accepta le poste d'infirmière en chef adjointe de Lariboisière. Elle préfère toujours les gardes de nuit. Et chaque vendredi soir, à 22h15, pendant que les néons bourdonnent, elle regarde les portes des urgences. Prête. L'histoire d'Emma Voss s'arrête ici. Mais dans la vraie vie, il existe des gens comme elle, portant sous leur blouse blanche des fardeaux invisibles, près chaque nuit. Pensez à remercier l'infirmière dans votre vie aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, il y en a une autre du même genre, en haut à droite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous le dis comme Emma, les secondes chances ne se présentent à toujours.